Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un échec commercial. Moi j'adore les échecs commerciaux, je trouve ça passionnant. Et aujourd'hui on va parler d'une voiture présidentielle. Plusieurs présidents l'ont utilisée comme voiture officielle. Je veux bien entendu parler de la Citroën C6. Et vous l'avez peut-être reconnue, c'est pas n'importe laquelle. Vous pourrez peut-être le voir sur le cache-plaque, c'est celle de François de Bagnoles et Rock'n'Roll qui est ici avec nous aujourd'hui et qui va pouvoir nous présenter cette superbe voiture. La présenter, oui, maintenant j'ai beaucoup fait en niveau mécanique dedans, mais je suis sûr que toi tu connais mieux son histoire et puis ses équipements intérieurs que moi. C'est possible, je ne sais pas, c'est vrai que toi en fait tu as été beaucoup sous le capot, voilà. Pas beaucoup devant le volant. Non, c'est la première fois vraiment qu'elle sort de mon garage et que je peux en profiter enfin. Ok, eh ben, on va aller voir ça alors. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis et je le répète, je suis fasciné par les échecs commerciaux. Vous saviez qu'il existe même un musée où on trouve les produits les plus improbables, les produits dans lesquels des gens ont cru dur comme fer, mais qui ne se sont finalement jamais vendus? Et pas des petites boîtes sans ambition, hein. On y trouve une canette de Coca-Cola 2 par exemple. Vous savez, c'est ce moment où Coca-Cola a tenté de changer la recette pour battre Pepsi, et finalement ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a des vidéos sur YouTube qui en parlent. Hein. Ou plus proche de notre sujet, on y trouve une DeLorean, une voiture avec beaucoup d'ambition, mais qui finalement ne s'est jamais très bien vendue. Dans ce musée, on pourrait très clairement y retrouver la Citroën C6 de François. Citroën espérait en vendre 20 000 par an, il leur faudra 7 ans pour en vendre 23 421 unités. Nous sommes très loin des chiffres qu'espérait Citroën. Mais pourquoi s'est-elle si peu vendue? Alors pour bien comprendre cela, il faut retourner en 1999, au moment de la sortie du concept car Lignage, qui préfigurait pratiquement ligne pour ligne ce que devait être la future C6. Et ce concept a été reçu par le public avec éloge et tout le monde pressa Citroën de réaliser enfin une berline haut de gamme digne de ce nom. En gros, tout le monde était excité par le renouveau du luxe à la française et on voyait tous une digne héritière à la DS. Et les gens ont attendu et encore attendu. Il a fallu 6 ans à Citroën pour transformer l'essai. Il leur a fallu 6 ans pour faire du concept car Lignage une voiture de série. Et honnêtement, le résultat est très bon, c'est réussi. La C6 prend les éléments les plus importants de la Lignage en la rendant utilisable au quotidien et tout en restant cet ovni de la route que représentait le concept. Le problème, c'est que 6 ans, c'est beaucoup trop long. Entre-temps, PSA a sorti la Peugeot 607 avec beaucoup plus de budget, beaucoup plus de com, beaucoup plus d'espoir en la voiture. Et pourtant, la 607 n'est pas forcément meilleure, mais les gens au moins savaient qu'elle existe, alors que la C6 reste affreusement confidentielle. De 2005 à 2012, les cadences de production passent d'une centaine de véhicules par jour à 2. Ouais, 2 Citroën C6 par jour construites à partir de 2010. Ce sont des cadences ridicules pour une marque comme Citroën. Même les constructeurs les plus prestigieux sortent plus de voitures à la journée. Et à partir de là, nous la verrons toujours apparaître dans des cadres prestigieux, preuve que la voiture est une vraie berline haut de gamme. Par contre, sur la route, elle disparaît peu à peu et devient collector. Aujourd'hui, il en part à la casse par palette entière. C'est pourtant une voiture qui mérite d'être sauvée. D'ailleurs, en voici une qui aurait pu finir en cube, mais qui est toujours sur la route grâce à François. Bon, du coup, si j'ai bien compris, le gros du travail a été fait sous le capot de cette voiture. Donc, j'ai proposé à François de nous ouvrir ça, qu'on puisse un petit peu regarder. Bienvenue dans le monde merveilleux de la C666. Waouh, tout est caché. D'habitude sur tes vidéos on voit un peu mieux ce qui se passe. Allez, on vire le cache. On vire le cache, ça s'enlève facilement. Ah là là là. Ah, voilà la bête. Alors déjà dans tes vidéos ça ressemblait à des spaghettis, mais alors là... Voilà, sac de nœuds bien comme il faut, hein, avec tous les tuyaux, gasoil, électricité, refroidissement. Il y en a pour tous les goûts. Tu sais qu'il y a des gens, il y a pas mal de personnes qui ont cru qu'elle redémarrerait jamais cette voiture. Hein. Je sais, je sais. Moi j'en faisais partie à un moment donné. J'en faisais partie aussi. C'est beaucoup les retours que j'avais eu qui me disaient « Ah, tu connais François ?» Bah je fais « Bah oui. Tu sais si sa voiture elle va redémarrer un jour ?» Changeons de sujet. Ça a été voilà, la croix que j'ai portée pendant plus d'1 an. Là, et voilà. Là je suis content qu'elle marche. Hein, et finalement elle est là, elle démarre et elle roule plutôt bien en fait. Hein.
Ouais, t'as trouvé. On a fait un petit tour, je t'ai amené. Ouais, carrément. Ça allait? Ok. Bah je trouve aussi, mais tu m'en diras plus après là, si je te file les clés puis tu me dis. Ah bah j'espère bien. Alors cette voiture, je l'ai achetée, elle était en sale état, elle était quasiment à la mort, elle avait un problème de joint de culasse. Le moteur a surchauffé et les deux culasses ont été tordues. Et j'ai refait toute cette partie-là, toute la partie au moteur. Et puis maintenant, bah, ça tourne. Et du coup au niveau extérieur, t'as pas fait grand chose, du coup c'est une voiture qui a pas mal vécu, elle a pas mal de kilomètres et on le sent, hein, il y a deux trois petits pocs à 2-3 endroits. Cela dit, honnêtement, elle présente pas si mal quoi. Ça va. Bon déjà, elle a une forme qui est de toute manière restera, je pense, intemporelle. C'est une très très belle voiture dans son design. Après moi, ce que j'ai fait niveau carrosserie, j'ai juste fait les phares avant, là, je les ai désopacifiés à la main et puis c'est tout quoi. Le reste, j'ai nettoyé puis voilà. Et par contre François, j'ai remarqué un truc tout à l'heure en montant dans la voiture. C'est étrange. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé à cet endroit-là parce que c'est. Alors ça c'est du double vitrage, tu vois les vitres à l'avant, c'est deux feuilles de verre avec une feuille de plastique au milieu. Et ce qui se passe, c'est assez typique sur les C6, c'est quand la batterie est déchargée, quand on ouvre la porte, on pète la vitre en fait. Parce que quand tu ouvres la porte, si tu fais un petit zoom, quand on ouvre, hop, ça fait descendre un petit peu la vitre. Et quand on n'a pas ce mouvement là, la vitre reste sous la baguette chromée qui est là. Et quand on tire, ici ça plie un petit peu, on arrive à sortir la porte. Mais ici quand on est proche, c'est retenu par cette partie là et voilà. Du coup ensuite c'est mort quoi. Et ça plie ça plie les deux feuilles de verre qui sont là et le double vitrage pète à ce moment-là. Et toutes ces traces là, c'est de l'humidité après qui va dedans. Ouais. Ça c'est un problème que je connais sur pas mal de voitures qui n'ont pas de montant de porte, mais c'est vrai que d'habitude on arrive à l'ouvrir, c'est à la fermeture où ça pète quoi. Alors que là même à l'ouverture ça peut poser problème. D'accord. Ça peut être la fermeture aussi, hein, je sais pas. Bah, j'imagine qu'une fois que c'est ouvert, je pense que quand tu fermes ça doit pas être bon non plus quoi. Tu vois là aussi ça a dû être fermé, il y a une petite trace ici. Effectivement on a une petite trace sur le montant, enfin, sur la barre chromée. Et qui doit correspondre à ça. Ouais bah ça doit être ça. Ouais, donc là l'idéal ça serait de changer la vitre quoi. Ouais. Et les pièces sont faciles à trouver sur ce genre de bagnole? Non. Il faut aller vers de l'occasion. Hein. On peut avoir des vitres comme ça neuves, mais c'est super cher. Je crois que c'est 600 € la vitre. Donc vaut mieux en chercher d'occasion. Pour l'instant, les C6 de cette génération-là, elles ont tendance à partir à la casse. Donc c'est le moment d'aller chercher comme ça des pièces d'occasion sur des voitures qui partent en casse. Si on arrive à en trouver qui n'ont pas ce problème-là. Il y a des pièces très spécifiques sur cette voiture que tu as énormément mal à trouver? Celle-là, si jamais tu pètes la vitre arrière, je te dis pas. Hein. Ouais, j'imagine. Pareil, tout ce qui va être les phares comme ça, c'est spécifique à la voiture là. Tu as un petit aileron ici qui se lève quand tu prends de la vitesse. Pareil, si ça pète, il faut chercher le même quoi. Ouais, bah oui, clairement. Bah, c'est un peu le souci avec ces voitures qui ont été diffusées à pas énormément d'exemplaires. Moi, je prends toujours l'exemple de l'Aventime, mais des feux arrière d'Aventime, c'est inaccessible quoi. C'est vraiment ridiculement cher parce que c'est introuvable. Bon alors, nous voilà au volant de la fameuse C666. La voiture du diable. Oui. Voilà. Et remarque, cette clé là, oui. C'est exactement la clé de ma 308 en fait. Oui. Et en fait je l'ai refaite avec un petit kit Amazon, tu sais. Ah c'est pour ça que la texture est un petit peu différente. Ouais, c'est pas la clé d'origine. C'est pas la clé, ok, c'est pas la vraie clé. C'est le plastique à 10 balles d'Amazon. Ouais, bah bon, parfois ça fait le taf. Hein. Ah, il y a une version séquentielle, d'accord. Oui. Au cas où tu as envie d'aller sur le Nürburgring avec ta C6, hein, on sait très bien que cette voiture est faite pour ça. Mais t'as un mode sport, hein. Ici, là, des suspensions. Sport, tu cliques. Tu mais... pourras peut-être l'essayer tout à l'heure. Je l'ai encore jamais essayé. C'est pas une voiture qui se roule sportivement, ça. Non. Je veux dire, là on va à Paris, quoi. Là, c'est pour faire le trajet, Paris-Marseille ou Marseille-Paris. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, on a un petit affichage tête haute qui est assez... Bon, on sent qu'il a 10 ans, hein. Bon, il a même 15 ans maintenant. Là, oui. Parce qu'elle est de 2006, hein, tu me dis. 2006, voilà. Une des premières qui a été faite. Hein. Je crois que le début de la production de la C6, c'était en 2005, mais tu corrigeras si c'est faux. Et jusqu'en 2011-2012, ils en ont produit. Alors déjà, Laurent, dis-moi, est-ce que tu es bien assis? Écoute, ça on l'a pas filmé, mais il y a 25 millions de réglages sur cette portière afin que le siège soit exactement dans la position que je veux. Et ouais, on est vraiment bien installé. Et c'est vrai que c'est la première remarque que j'ai envie de faire, c'est que la voiture est vraiment très confortable, quoi.
Elle est bien cette voiture quand même. Je pense que le gars qui va l'acheter, il va pas faire une mauvaise affaire. Ouais, non, clairement. Je pense qu'il y a le plaisir aussi quelque part de racheter une voiture qui a eu sa petite période de gloire sur internet, tu vois. C'est con, mais tu sais, ça fait plaisir de se dire ah ouais, bah c'est celle de GarageBand Rock'n'Roll, quoi. Ah ouais, oh trop bien. Alors, j'aurais bien aimé moi connaître l'histoire de cette voiture, mais j'ai eu aucun papier, rien du tout quoi. Juste la carte grise avec le, il y a le nom et adresse du premier propriétaire dessus. T'as essayé de le contacter ? Ça, non, pas du tout. Tu sais que j'ai déjà hésité moi parfois. Tu sais quand j'achète une voiture et tout, on a souvent le nom du premier propriétaire et parfois tu sais je vais le chercher sur Facebook, tu sais je vais un peu le stalker, voir tu sais quel type de personne c'était, tu vois. Et c'est vrai que des fois je me dis j'aimerais bien tu sais envoyer un petit message et dire tu sais la voiture que t'as achetée à 15 ans c'est moi qui l'ai aujourd'hui, elle a 260 000 bornes et elle marche encore, elle tourne encore et qui êtes-vous quoi? Est-ce que vous avez des photos de quand cette voiture était neuve? Est-ce que c'est vous qui l'avez configurée? Est-ce que c'était une voiture de société? Dites-moi plus quoi. Ah monsieur, j'ai pas le temps, je suis désolé, au revoir. Ah bon, ok, bah m'en dites pas plus alors. Après voilà, moi j'aurais bien aimé aussi avoir son histoire au niveau mécanique, tout ce qu'elle a traversé. Ah mais dis donc, toi tu connais Car Vertical? Ouais, je connais Car Vertical, ouais. Et tu pourrais sortir un petit peu l'historique de cette bagnole de Car Vertical? Carrément. Tu sais que j'avais pas prévu que cette vidéo soit sponsorisée par Car Vertical. Ben maintenant elle y est. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Mais ouais, je vais voir. Écoute, l'historique de cette voiture sera en overlay au-dessus de ces images. Ici là. Ici, juste ici. Wow. Sur toute notre tête là, il y aura le rapport de cette voiture. Et on ne le saura pas au moment où ça s'affiche. C'est ça, exactement. C'est fou, hein. Ça, magique, c'est la technologie. Hein. Mais c'est parce que moi, je suis un pro du montage, en fait. Moi, j'arrive à mettre deux images l'une au-dessus de l'autre et tout. T'inquiète pas. Et on se rend pas non plus compte qu'elle a 260 000 bornes, quoi. Finalement. Il y a peut-être parce que j'ai peut-être un peu bidouillé dans le moteur. Ouais, mais justement, ça, normalement, on est censé s'en rendre compte. Ça devrait faire des bruits étranges. Je veux dire. C'est vrai qu'elle a eu le droit à un sacré entretien, cette bagnole. Et ça explique peut-être. Ouais, j'ai passé du temps. Qu'elle tourne plutôt correctement. Et il y a un atelier qui a bien refait les culasses, les soupapes, les sièges de soupapes et tout. Un atelier du coin là-bas, vers Longwy. Ils t'ont même pas laissé faire ça tout seul, avec ta petite lime. J'ai essayé tout seul de sortir les bougies de préchauffage, ça a été un calvaire. Ouais, donc j'ai vu ça. Tous les gens qui ont un V6 comme ça, 2,7 litres ou 3 litres HDI, n'essayez même pas de changer les bougies de préchauffage. En même temps, tu le savais en l'achetant qu'elle était un petit peu compliquée cette voiture. Ouais. C'était pour le défi, défi technique. Pour moi, ça m'a permis de bien progresser dans mon apprentissage de la mécanique auto, quoi. Et c'était vraiment, c'est pour l'instant la voiture la plus compliquée sur laquelle j'ai travaillé. Tu m'étonnes. Mais je me souviens qu'on en avait parlé, tu étais passé me voir un jour à la maison. Ouais. Et tu venais de l'acheter, ou en tout cas ça faisait pas longtemps que tu l'avais acheté, elle n'était pas encore apparue sur la chaîne ou juste en teaser. Et c'est vrai qu'on en avait parlé et tu m'avais dit qu'elle te faisait un petit peu peur dans le sens où voilà, ça allait être compliqué, quoi. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Puis au final, j'ai eu quelques bonnes surprises. Le moteur était pas si endommagé que ça, je pense. Il y a la partie bas moteur Villebrequin que j'ai pas démonté, j'ai pas regardé, mais je pense que ça va. S'il y avait des problèmes à ce niveau-là, là on le sentirait. Oui, on s'en serait rendu compte, clairement. Et même sur d'autres points, comme par exemple la mesure de la pollution au contrôle technique, tout s'est bien passé. Donc voilà, je pense que effectivement, elle a surchauffé une fois, les culasses sont tordues, ça a passé. Au niveau du joint de culasse, ça a cassé là, et puis il y avait heureusement juste ça, quoi. Juste le haut moteur. Donc j'ai réussi à sortir le moteur et à le remettre sans ouvrir le circuit de clim. Et d'ailleurs, pour le sortir, il y a notre collègue Anthony Perrier de la chaîne PDLV qu'on fait des coucous, qui m'a bien aidé pour sortir le moteur. Il y avait beaucoup de travail, on a bossé comme des chiens pendant 2 jours. D'ailleurs, je te retiens, Anthony, parce que t'es passé dans la région, t'es même pas venu me voir. Ah bon, il est passé dans le coin.
Bah ouais, Ah, oui, c'était hein pour venir chez moi. Ouais. Bah oui. J'adore. Comment ça, il passait dans le coin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, je pensais que c'était une autre fois plus récente. Non, il est passé chez toi et je lui ai dit, ah, viens boire un coup. Il m'a dit qu'il était trop pressé, j'étais très triste. Alors, est-ce que ce moteur de 200 chevaux te paraît accéléré comme un moteur de 200 chevaux, avec boîte auto, j'entends, hein? Alors, très honnêtement, j'ai pas encore vraiment essayé, voir ce que ça donne. Après, est-ce que c'est vraiment le but de cette voiture d'avoir 200 chevaux? Je veux dire... Comme elle fait plus de 2 tonnes, il faut quand même quelque chose qui l'attire. Ouais, mais après ça va, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus que ce qu'on a là? Effectivement, je veux dire, là je suis à fond et bon, j'ai l'impression d'avoir un 110, mais oui, ça manque un petit peu, tu as raison. Après, c'est une voiture que tu dois rouler de façon coolée, quoi. Oui. Donc, de toute façon, on le sent déjà dans la direction, parce que je trouve que la direction est assez, comment dire, elle te donne pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe, quoi. Non. Mais après, c'est le confort, quoi. Ouais, on n'a pas envie que le volant te secoue dans tous les sens. Et ça doit être dû en grande partie, je pense, au système de suspension spécifique à cette voiture. Je pense aussi. À ce qui paraît, les DS, alors j'ai jamais conduit de DS, les vieilles DS, Ouais. mais tu pouvais avoir un pneu crevé et ne même pas t'en rendre compte. C'est fou ça quand même. Ouais. C'est du PSA d'il y a 15 ans. Non mais c'est... En fait je regarde le GPS et le GPS est vraiment très connoté. C'est vraiment cette époque, il n'y a aucun doute. Même au niveau de l'interface. Moi je me souviens, ma mère avait une 307 Féline, tu sais celle avec le moteur 180 chevaux là. Ouais. Et c'était exactement la même interface. Avec cette espèce de bleu là que tu peux un peu... que tu peux changer en fait, hein, tu sais, tu peux modifier la couleur, etc. Tu peux choisir un petit peu la couleur. Et je me rappelle très bien de cette interface. C'est assez marrant de la revoir d'ailleurs avec tous ces boutons, etc. Bon, par contre, on n'avait pas la chance d'avoir les petites finitions en bois, le tableau de bord un petit peu texturé, etc. Ça, c'est vrai que c'est des petites choses en plus qu'il y a dans cette voiture qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez PSA à l'époque. Et c'est plutôt joli à voir, moi j'aime bien. Les petites finitions en plus sont assez agréables quand même, je trouve. C'est clair. Et tu veux pas la garder alors? J'aimerais bien la garder. Elle a un peu plus de classe que ta Model 3, franchement, n'importe quoi cette histoire. Model 3 est très très bien, je la garde aussi. Non mais celle-là, ouais, j'aurais bien aimé la garder, mais voilà, le projet c'était vraiment de prendre une voiture cassée, de la réparer, de la revendre pour voir si on peut se faire un petit bénéfice comme ça en tant que mécano amateur, se faire quelques sous en utilisant sa passion, et on verra au moment de la revente, hein, si ça marche ou pas mon histoire. Peut-être j'aurais peut-être dû prendre une voiture plus petite, plus simple. Mais en même temps, on fait moins de marge, hein, sur les petites voitures, on peut revendre moins cher, comparé à une voiture comme ça. Là, j'ai misé sur le fait que c'était une voiture rare, donc qui potentiellement pourrait prendre de la valeur. Tu l'avais acheté combien celle-ci? Alors, je l'ai acheté 1 500 €. Ouais, d'accord. Dans un état où il fallait la remorquer. Elle démarrait, mais avec beaucoup de mal, et il a fallu la remorquer. Et donc avec tout ce que j'ai mis dedans en pièces et en produits, je suis arrivé à un prix à peu près un peu plus de 5 000 €, 5 200. D'accord, ok. Et là on est un petit peu en dessous de la cote actuelle de ce genre de véhicule, qui est plutôt aux alentours de 6 000 pour un kilométrage comme ça. D'accord. Avec des voitures qui tournent parfaitement ou qui peuvent quand même... parce que quelque part celle-ci elle a 260 000 km mais le moteur a été entièrement révisé. Ouais. Est-ce que c'est un point positif pour cette voiture-là. C'est clair que les voitures qui arrivent à 300 000 et qui a jamais eu vraiment de réfection du moteur et tout, il y a des chances qu'il y a des problèmes dessus par la suite. Ouais. Et puis quelque part c'est une voiture qui ne décode plus, hein. Moi j'ai regardé un petit peu, effectivement la cote est plutôt stable. On peut peut-être même espérer une remontée dans les années à venir. Ouais. Par rapport à la rareté du véhicule. Effectivement, il peut y avoir un certain intérêt de se dire bon, je roule dans une
belle voiture qui est relativement sympathique. Et en plus de ça, je perds pas d'argent sur mon achat, quoi. Ouais. Et donc cette voiture va faire un petit peu le tour de YouTube. Enfin, je sais pas si on a le droit de le dire, mais... Ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais, il y a quelques chaînes qui ont accepté que je vienne la présenter sur leur chaîne. Et d'ailleurs, je te remercie beaucoup d'avoir accepté que je vienne écoute, on habite, sur Laurent Schmitt Design. On habite l'un à côté de l'autre. Clairement, autant en profiter pour faire ce genre de petits trucs de temps en temps, quoi. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Et puis, ouais, voilà. Donc, elle va être présentée à d'autres chaînes. Et puis je pense faire un live pour le moment de la vente. Elle sera vendue aux enchères sur benzine.fr. Et je pense faire un live les 2 dernières heures avant la fin de la vente. D'accord. Pour essayer qu'il y ait un peu le maximum de monde qui soit au courant de ce projet. Et puis que les gens qui soient intéressés de le racheter puissent être informés. Je viendrai raconter des conneries dans les commentaires du live. Eh ben avec plaisir. Bon Laurent, est-ce que tu es prêt à nous péter une accélération? Ah bah là, accélération du futur. Je vais t'envoyer en enfer, François. Ah ouais. On y est déjà là, on est à l'intérieur là. Ça se passe plutôt bien en fait. Hein. Écoute, franchement, ça va. Si c'est ça l'enfer, ça va. C'est plutôt convenable. Bon, on va prendre l'autoroute. Ok, je me prépare. T'es prêt? Je suis prêt. Mets bien ta tête directement sur... Parce que sinon tu vas te faire mal. Alors attention. Oh là là. Ah, on est bientôt à 80 km/h. J'ai pas résisté. Ah là là, ça y est, 110. C'est impressionnant. Oui, bon, d'accord, ok. Elle accuse son poids. On n'est pas forcément sur une voiture la plus puissante du monde, je te l'accorde. Écoute, on est bien là, confort, hein. Non, mais c'est en fait. Là, on était parti pour. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est une fois qu'on est sur l'autoroute et qu'on est lancé, là, on est. T'es parti pour 500 km là. C'est ça. En fait, on a vraiment envie de faire de la route avec cette voiture. On est bien installé, les sièges sont confortables, la voiture, elle te laisse y aller toute seule, quoi. C'est vraiment. Non, c'est vraiment pas mal comme bagnole, j'aime bien. Qu'est-ce que tu nous as ramené pour l'apéro? Alors, je t'ai ramené des bières, comme la dernière fois. Parfait. Mais ce coup-ci, c'est pas de la bière industrielle, c'est de la bière artisanale qui vient d'un petit brasseur près de chez moi, à Cirque-les-Bains, la brasserie Papillon. Et chaque bière est unique, quoi. Elle a un goût surprenant à chaque fois. Trop bien. C'est ça qui est bien avec les bières artisanales. Bière industrielle, tu sais que tu vas avoir tel goût. Ouais. C'est toujours, tu sais sur quoi tu vas tomber. Puis là, à chaque fois que tu ouvres une bouteille, on va pouvoir se laisser surprendre. Oh bah du coup, nous, on va vous laisser parce qu'on a des bières à aller boire. Comme la dernière fois d'ailleurs. C'est déjà comme ça qu'on a fini la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. Oui. On l'a fini sur on va aller boire des bières, quoi. Ouais, là, c'est pas possible. Donc voilà, nous on a des bières à aller boire. Santé. Alors je vous dis à plus tard. Et puis suivez l'histoire de cette C6 parce que vous allez la voir pas mal sur YouTube prochainement. Allez, salut. Salut.